Quand on aborde la gastronomie, tout est pluralité. Dans une recette, plusieurs ingrédients. Pour les achats, plusieurs commerçants. Dans l'assiette, plusieurs aliments. Alors oui, j'ai voulu définir ce podcast Passion sans modération comme une rencontre entre plusieurs personnalités de la sphère food. Une vraie tablée souriante grâce à laquelle vous passerez, je l'espère, un très bon moment. Le dénominateur commun, ce sont des convictions et une passion dévorante de mes invités pour le métier qu'ils incarnent sans modération. J'anime, ils s'expriment, elles racontent, vous écoutez et nous partageons une table, ensemble. Au menu de l'émission, une conversation 3 étoiles, des interviews aux petits oignons, des confidences épicées. Oui, un podcast vitaminé comme moi. Mais qui suis-je ? Qui est donc derrière le micro ? Je m'appelle Virginie Legrand, je suis chef à domicile depuis 8 ans et je foisonne de créations nouvelles et audacieuses. Et si, aujourd'hui, ensemble, on laissait caraméliser des cuillères entières d'énergie positive ? Allez, venez avec moi dans les coulisses de la foodosphère. On va se régaler ensemble. La gastronomie est affaire de convivialité, de générosité et de savoir-faire. Ici, au Studio Module, c'est une tablée de passionnés souriants et souriantes que j'ai réunis pour le 18e épisode. Nous allons discuter projet food, engagement, alimentation responsable et art de vivre. Merci à vous mes chers invités. À vos micros, je reçois aujourd'hui Marina Lemaire, fondatrice de la marque Archi, la première entreprise française spécialiste du vinaigre de cidre et de ses bienfaits. Bonjour Marina. Bonjour. Catherine Bernier, très engagée et bénévole dans un restaurant associatif qui s'appelle le 3e Café, situé 16 rue de Beauce, dans le 3e arrondissement. Bonjour ma Catherine. Bonjour Virginie. Claire d'Anglejean, tout récemment diplômée en gestion de projets culturels, responsable de la programmation chez Oba, un lieu dédié à l'alimentation durable et joyeuse, situé dans le 17e arrondissement. Bonjour Claire. Bonjour Virginie. Et Ruben Sarfati, entrepreneur dans la food, tantôt chef de chantier un peu fou pour une future maison d'hôtes, tantôt chef privé très audacieux, qui s'est récemment mué en auteur d'un recueil de nouvelles en rapport avec le monde de la restauration que j'ai hâte de lire. Bonjour Ruben. Bonjour Virginie. Alors Marina, quelle est la genèse de la marque Archi ? Alors, on reprend depuis le début. Donc Archi, c'est une entreprise qui a 2 ans et qui est née d'une volonté de redorer l'image de l'ingrédient que je considère être le plus incroyable du monde, qui est le vinaigre de cidre. Auparavant, j'étais directrice de maison de retraite, donc pas du tout dans la food, et je suis tombée dans le vinaigre parce que j'ai eu des problèmes de santé, et c'est à ce titre-là que je l'ai découvert comme un super aliment que les gens ne connaissaient pas vraiment. On a l'habitude de voir le vinaigre comme un ingrédient qu'on utilise comme ça pour la vinaigrette, uniquement. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on passait à côté d'un tas d'informations sur le sujet, qu'on n'avait pas forcément d'offres qualitatives présentes sur le marché français, qu'il y avait pléthore d'offres aux États-Unis, en Australie pour ces bienfaits santé, mais qu'on n'avait pas forcément de produits avec ce positionnement-là en France. Donc ma volonté, ça a été de revaloriser ce produit en m'entourant de petits producteurs chez nous en Normandie, d'avoir le produit le plus qualitatif, brut, authentique possible avec tous ses bienfaits pour que les gens le redécouvrent et qu'ils changent leur vie comme il a changé la mienne. Voilà. Et du coup, comment tu sélectionnes ces fameux producteurs de pommes en Normandie ? Avec un cahier des charges super précis. À la base, il faut savoir que j'y connaissais rien du tout au vinaigre. On me posait énormément de questions et en fait, j'ai commencé à créer mon entreprise comme j'ai appris. C'est le cas de tout le monde, de manière générale. On tâtonne. Ça s'appelle être entrepreneur, finalement. C'est ça. Et en fait, mon cahier des charges, il était simple. C'était d'avoir des personnes... J'aurais jamais été productrice, je le serais jamais. Donc, c'était m'entourer de personnes qu'on ne voit pas, qui produisent de la meilleure façon qui soit, mais qui sont tellement occupées à bien produire qu'ils ne savent pas vendre leurs produits finalement. Et des personnes qui sont introuvables sur Internet, qui n'ont pas de site vitrine et qui produisent aussi en agroécologie. C'était important pour moi. Je voulais du biologique, c'était évident, mais il y a du bio par opportunisme marketing et puis il y a du bio par conviction. Et donc à la base, j'ai surtout cherché des belles personnes qui savaient, qui produisaient de la meilleure façon qui soit parce qu'ils l'avaient dans les tripes. Et je voulais aussi que ce soit issu d'un bocage qui soit ultra préservé, loin de zones industrielles et commerciales. Et voilà.
Donc j'ai de calcul, loin du calcul. Exactement. J'ai sillonné la Normandie, je suis tombée sur un petit couple de producteurs qui est devenu ma référence en fait. Je suis tombée amoureuse des gens et après de leur production, je me suis rendu compte qu'ils avaient une qualité de cidre qui était exceptionnelle et du coup une qualité de vinaigre de cidre que j'aurais pu produire qui allait être dingue. Et eux sont devenus ma référence. Donc les variétés utilisées, je voulais que ce soit aussi des pommiers haute tige. Parce qu'on a aujourd'hui les campagnes qui ont complètement changé, on a des vergers vraiment magnifiques, bien alignés à perte de vue, mais du coup il n'y a plus du tout d'écosystème préservé. Et moi je tenais vraiment à avoir un produit qui revalorise aussi ces campagnes telles qu'on les connaît. Donc voilà, ça passe par un cahier des charges qui est très très strict. Et donc d'un producteur, je suis passée à 2, puis aujourd'hui on en a 7. Ah ouais. Et c'est toujours en respectant ces valeurs-là, des petites productions avec des gens qui font les choses bien et des variétés aujourd'hui assez particulières. Super. Ruben, du coup, je ne sais pas pourquoi, ça fait écho à toi. Toi, tu es très, très, très amoureux de l'agriculture. Tu nous en parles ? Moi, c'est surtout venu du constat qu'il y a de plus en plus de concurrence dans le milieu du chef à domicile à Paris. Enfin, moi, ça fait 12 ans que je fais ça maintenant. C'est vrai qu'au début, on n'était pas nombreux et petit à petit, on était nombreux. On trouvait des petits fournisseurs, mais on allait tous chez les mêmes. Donc de réussir à se démarquer, la notion de sourcing a été une évidence. Et donc petit à petit, j'ai commencé dans un appart à Courbevoie, donc pas très loin d'ici, à planter mes aromates et des fleurs comestibles. Parce que c'était hors de prix et la gamme était pas dingue. Et en fait, petit à petit, mon appart a été envahi par des plantes, donc j'ai dû déménager. C'est elles qui ont dicté où fallait aller. Et donc maintenant, j'habite dans le 77, où je produis une grosse partie des produits que j'utilise. Que ce soit les fruits et légumes, les œufs, le miel. Donc autant que faire se peut, je le fais. Sinon, je source chez des gens qui font bien. Vu que j'ai cette sensibilité-là et je sais ce qu'il faut faire, j'arrive à essayer de comprendre quand un produit est bien fait ou pas. Mais donc oui, il y a un vrai enjeu. Réussir à faire bien avec un produit bidon, c'est beaucoup plus long. Donc autant avoir un bon produit et n'avoir juste qu'à le mettre en valeur. Ouais, et je pense que les clients, ils savent quand on triche, en fait. Ah oui, bien sûr. Tout le monde se rend compte. Ils se rendent compte et ils se rendent compte qu'ils mangent la même chose tout le temps. Enfin, c'est tellement standardisé, uniforme, les produits sont pareils. Tu arrêtes d'avoir les mêmes mots que moi, s'il te plaît, parce que c'était les mots qu'il y avait dans ma tête. Non, mais c'est ça, la standardisation et du coup, le côté, on fait la même chose sans conviction. Enfin, tu vois, tu me dis conviction. Et du coup, Ruben, moi, j'ai lu que tu étais beaucoup sur la permaculture. Tu peux nous expliquer ce que c'est exactement cette démarche ? C'est une démarche très feignante de se dire que en fait, plus on a envie d'assister les plantes, plus on va faire un produit standard, mais on aura beaucoup de travail à fournir. Alors qu'en perma, l'idée c'est qu'on va mettre des auxiliaires qui sont naturels. Donc typiquement, de mettre des canards dans le jardin, ça permet de ne pas avoir à trouver d'antilimaces. Donc tu as des canards dans ton jardin. Exactement. Est-ce qu'ils ont des noms, ces canards ? Non, j'avoue que non. Non, j'avoue. Mais j'ai beaucoup de poulets de canards, donc j'avoue qu'on n'a pas été... Je ne serais pas en mesure de les reconnaître. Mais tu les aimes, tes poulets et tes canards. Ah oui, la question de les consommer ne vient même pas à l'idée. Enfin, ils sont à la maison et ils sont là. Et donc autant je suis pas végétarien, je comprends cette notion-là, mais moi je ne le suis pas. Autant les animaux que je vois au quotidien, etc., ça ne me viendrait pas à l'idée une seconde de me dire que potentiellement ça puisse être voué à être consommé. Donc la perma, c'est ça, c'est de se dire qu'on va réussir à trouver des méthodes naturelles qui vont permettre à la nature de s'autoréguler. Donc de mettre des ruches, ça permet d'avoir un rendement en pollinisation qui est dingue. Donc un cerisier à côté d'une ruche va donner des volumes de malade, alors que s'il n'y a pas de ruche dans le secteur, ça donnera rien. De mettre des canards, ça évite de mettre des produits anti-limaces. De mettre telle ou telle plante au pied de la tomate, ça va éviter d'avoir des parasites ou des maladies qui se développent, etc., etc. C'est un cercle vertueux. Tout à fait. Vous comprenez pourquoi j'invite ces gens-là ? Voilà. Parce que c'est juste des gens formidables. Alors, Catherine. Ça va, Catherine ? Bonjour, Catherine. Faut pas être stressée, Catherine. Non, on se détend. pas trop. Alors, pourquoi as-tu décidé de t'engager dans ce formidable restaurant qui s'appelle le Troisième Café, qui est créé en 2012 et où j'ai la chance d'officier de temps en temps ? Oui. En fait, cet engagement, il est venu d'une possibilité pour moi de pouvoir m'investir par du temps libre, parce que j'étais en arrêt maladie. Et donc, j'ai découvert ce restaurant par hasard en venant y manger un jour. Et j'ai trouvé que c'était tellement chaleureux, j'étais tellement bien accueillie par Maassen, qui était la cuisinière, par Catherine Mas, qui était à l'époque, qui travaillait aussi. Et donc, j'étais tellement bien accueillie, on m'a tellement bien expliqué comment se passait ce lieu, que j'y suis revenue en tant que bénévole. Et vraiment, c'était avec grand plaisir que j'ai découvert des gens formidables et qui sont devenus de vrais amis. Et donc, pour moi, c'était une évidence d'y revenir régulièrement. Quelle est l'ambition de ce Troisième Café ? Pourquoi cette création de ce restaurant ? Alors, cette création a été par Anne Zambert au départ, avec un petit groupe de personnes, d'amis à elle,
qui ont voulu créer un lieu convivial, un lieu pour créer du lien social dans le quartier, mais aussi au niveau de personnes de tous horizons qui puissent se retrouver pour des événements, autour de repas conçus dans la restauration, autour d'événements comme des dîners de chefs, des concerts, etc., des vernissages. C'est aussi pour créer des emplois. On a créé des CDI, des CDD, des PEC, des emplois pour aider les gens à trouver du travail, mais aussi un piédestal pour eux pour trouver un emploi. Il y a aussi des services civiques. Et puis aussi, surtout, c'est aussi pour éviter le gaspillage alimentaire. Donc, on cuisine beaucoup avec des invendus grâce à Naturalia ou à Bien qui nous proposent leurs invendus. Et ça permet d'avoir des fruits et légumes de saison et de pouvoir cuisiner toute l'année avec, selon la saisonnalité des apports. Voilà, et c'est une équipe formidable et j'y suis vraiment bien. Et comment on s'est rencontrés, Catherine ? Eh ben, grâce à un dîner de chef. J'ai adoré ta cuisine et vraiment... Non, alors c'est pas le but, c'est pas le but de me valoriser. Mais voilà, qu'est-ce que c'est les dîners de chef finalement ? Alors les dîners de chef, c'est un moment dans la semaine, un mercredi, où un bénévole qui est passionné de cuisine ou quelqu'un qui, comme Virginie, qui est un chef confirmé, qui permet de... Passionné, confirmé, tout à fait. Par Catherine, en tout cas. Comme ça, il propose un repas, entrée, plat, dessert, aidé par l'équipe de bénévoles et l'équipe qui travaille dans ce lieu. Pour 30-35 personnes, entrée, plat, dessert. Et donc, selon ce qu'ils ont envie de cuisiner, soit on voyage en Italie, en Croatie, en Espagne, dans les îles, en Maroc, en Algérie, mais aussi selon l'envie du chef de proposer ses spécialités et ses passions, comme cuisiner végétarien, cuisiner de la bistronomie, cuisiner des belles choses savoureuses, gourmandes et qui donc c'est un moment convivial, chaleureux et convivial où tout le monde se retrouve autour d'un bon repas. En fait, c'est l'idée d'être bénévole, évidemment. Donc, c'est le troisième café qui nous paye les courses. Oui. Après, nous, on y va pendant 4-5 heures, en termes de créa, puis en termes de service. Et effectivement, on propose à cette assemblée du troisième café, qui sont des gens qui n'ont pas l'habitude de bien manger, voilà, de leur offrir aussi notre identité culinaire. Et c'est vrai que ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Et là, je reviens au mois de juillet. Parce que c'est des moments qui sont très forts. C'est des moments où, effectivement, on cuisine. Et je pense que Ruben confirmera que ceux qui cuisinent, c'est vraiment l'expression de soi. Et qu'on donne beaucoup de nous. Et que, voilà, moi, je suis très, très fière de venir pour le troisième café parce que je donne beaucoup de mon temps, qui est très, très, très rare. Mais je pense que quand on aime ce qu'on fait, on a envie de donner de l'amour aux gens. Ah oui, tout à fait. C'est vraiment des bons moments. C'est un bon repas tous ensemble et de participer. Et du coup, tu m'as beaucoup aidée aussi en termes d'épluchure, de création, de cuisson, de dressage. Voilà. Avec plaisir, oui, vraiment. Et vraiment, c'est avec hâte qu'on a envie de te retrouver. Avec vraiment hâte. Je reviens très, très vite, Catherine. Claire, donc, toi, tu es responsable de la programmation culturelle chez Oba, un lieu dont je suis tombée amoureuse. Merveilleux, très bonne publicité. Quelles sont les différentes animations que le public peut retrouver dans ce lieu si chaleureux et si atypique ? C'est parfait parce que c'est un lieu qui peut tous vous réunir, tous et toutes. Sûr. Donc, tout bénef. Merci Virginie. Je t'en prie. Oba, c'est un lieu qui existe depuis 1 an et du coup, qui se divise en 2 espaces, d'où ce nom très atypique, le haut et le bas. Et en haut, on a un espace de restauration qui accueille des chefs dont la cuisine est basse en carbone. Et en bas, ça on en parlera après peut-être, mais en bas du coup on a un espace qui accueille de la programmation culturelle autour de l'idée de manger en général. Et du coup on décortique un peu cette idée-là en explorant plein de choses reliées à l'alimentation. On a des cours de cuisine avec des chefs magnifiques. On a des dédicaces de livres, je pose ça là. On a des dégustations de nouveaux produits, on a des repas solidaires avec des assos. On a des vernissages d'expos autour de l'alimentation. On a fait une journée autour du flan. C'était absurde, mais c'était trop drôle. On a fait des soirées Top Chef. Bon. Ah, mais un bon flan, c'est super bon. C'était super bon. Et c'était une initiative qui sortait un peu de nulle part, mais ça a donné plein de choses. Et on a eu des anciens et des anciennes du meilleur pâtissier qui sont venus. Enfin, c'était vraiment trop drôle comme soirée et trop absurde. Enfin, soirée-journée. Là, ce week-end, on a un événement autour du Mexique. On a plein de marchés qu'on produit ou qu'on co-réalise autour des arts gourmands, des arts de la table, avec des nappes, des serviettes, enfin des gens qui explorent un peu les arts qui ne sont pas que la cuisine.
Donc on peut retrouver plein de choses pour se rencontrer, pour échanger, pour débattre. Est-ce que tu peux nous parler du food court? Oui. Que j'adore. Alors, Qui est toi, du coup tes préférés, c'est le ramen, c'est ça? Ah là là. Dis-nous qui sont ces gens qui sont là-haut et qui nous émerveillent nos papilles. Et en plus, il y en a des nouvelles. Ouais, très très bons. J'ai vu. Je reviens vite, t'inquiète pas. Donc dans ce food court, j'ai toujours du mal à prononcer ces mots anglais. Je crois que c'est food court. Ouais. Je sais pas trop comment faut dire. Personne ne juge. Merveilleux. On a 5 chefs qui sont là pendant 6 mois, qui sont en résidence. Il y en a 2 qui sont arrivés pour les mois d'été, qui font de la cuisine géorgienne et créole. C'est hyper bon la cuisine géorgienne, moi je connaissais pas du tout. La cuisine créole, on va avoir du boudin. Il y a du rhum ou pas? Il n'y a pas de rhum, pas à ma connaissance, non. Mais en fait, elle utilise la farine de manioc pour faire des galettes. J'adore. Et c'est très bon, si tu veux venir tester. Mais je viendrai, mais t'inquiète. Merveilleux. Et puis on a 3 chefs qui sont là constamment et qui ont renouvelé un contrat pour continuer à occuper le food court, qui font de la cuisine japonaise. Et en fait, c'est le défi, donc il y a cuisine japonaise, il y a cuisine libanaise où on est autour du falafel surtout et du pois chiche comme ingrédient principal. Et puis il y a de la cuisine plus française, on va dire, avec des bons sandwichs revisités et un peu élaborés. Et l'idée, et c'est ça qui est intéressant, c'est de faire avec une empreinte carbone la plus basse possible des produits et des saveurs qui viennent un peu de loin. Donc c'est un peu le gros enjeu qu'on a à Oba. Mais du coup, les chefs sont accompagnés dans cette démarche par des assos et des structures avec lesquelles on bosse. Mais voilà ce que je peux te dire sur le food court. Il est en hauteur, il donne dans un parc. Le lieu est vue dingue. Panoramique. La vue est dingue. Ouais, c'est voilà. C'est une bonne pub ou pas? Ouais, non, c'est très joli. Moi, j'ai découvert ça grâce à une amie qui est aussi chef. Et effectivement, j'y suis allée. Je suis tombée amoureuse. En plus, avec le soleil, c'est... c'est chouette. Ouais, non, c'est canon. Mais ça n'a que 1 an d'existence. En fait, on a fêté notre 1 an la semaine dernière. Mais c'est surtout qu'il y a en fait, c'est un terrain d'expérimentation non-stop. C'est un boulevard. Vous avez un boulevard devant vous. Du coup, c'est hyper chouette. Et en fait, on a tout le temps hâte d'avoir des nouvelles propositions. Parce que tout est envisageable. Après, il y a des moyens financiers et techniques, mais tout est envisageable. Et du coup, c'est hyper stimulant. Ok. Merci beaucoup, Claire. Avec plaisir. Marina, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ce fameux vinaigre de cidre est un allié incontournable pour notre santé? Alors, j'ai vu sur ton site, j'adore. Faut-il le boire pour le croire? Évidemment. Ouais, donc, comment ça se passe? En fait, je sais plus si je l'ai dit, mais il y a vraiment plus de 30 études scientifiques qui ont été faites sur le vinaigre de cidre, dont une méta-analyse. La façon la plus simple de le consommer, c'est de prendre une cuillère à soupe diluée dans l'eau avant le repas. La méta-analyse porte sur le fait que ça va réguler l'impact glycémique jusqu'à 30% du repas qui vient. Donc si un petit repas copieux s'envisage, on prend sa cuillère à soupe de vinaigre de cidre diluée dans l'eau en amont. On a tous intérêt à avoir une glycémie stable pour évidemment éviter quand on a des problèmes de type diabète, etc. Mais même sans être diabétique, ça va aider à améliorer la digestion, la qualité de la peau. La glycémie est enrôlée dans beaucoup de pathologies. Et donc voilà, même pour garder un niveau d'énergie stable tout au long de la journée. Est-ce qu'on a besoin d'énergie, nous, aujourd'hui? Ouais, on est au 4e café. Mais donc voilà, ça c'est un petit geste santé. On peut le prendre après le repas, évidemment, pour améliorer la digestion aussi. Pour des personnes qui veulent perdre du poids, c'est un allié précieux. Ça va lutter contre ce syndrome, le sucre appelle le sucre, on a envie de manger après tout le temps. Voilà, on n'a pas envie de succomber à une fringale, on prend une cuillère à soupe de vinaigre de cidre dans son eau l'après-midi. C'est quoi le ratio du coup entre l'eau et le vinaigre de cidre? 1 sur 10, 1 pour 10. Mais il ne faut pas trop intellectualiser, il faut que le goût te plaise. Et donc voilà. Tu doses comme une grenadine en fait. Ouais, c'est ça. Après, tu finis à l'œil. Tu vois, tu commences au début avec la cuillère, bien voilà, mathématiquement. Mais après, non, c'est à l'œil. Il ne faut pas trop se prendre la tête. C'est super riche aussi pour enrichir le microbiote intestinal. C'est riche en prébiotiques, le vinaigre de cidre, quand il n'est pas pasteurisé, comme dans les grandes surfaces, etc. C'est un produit qui reste vivant, qui n'est pas super sexy, parce que nous, il y a une mer qui se développe. C'était aussi le parti pris d'avoir un produit brut. Et du coup, d'éduquer, entre guillemets, le consommateur à ça, de se dire, il est tel que la nature nous le donne. Donc, d'une année à l'autre, il n'aura pas la même couleur. Il y aura une mer qui sera plus présente dans une bouteille que l'autre. Et c'est normal. Et donc, voilà. Et puis, ça, donc, régulation du transit intestinal. C'est un excellent antibactérien. Le vinaigre de cidre, c'est un des produits, un des premiers médicaments du monde pour ses vertus antibactériennes. Et c'est aussi exceptionnel pour la peau, pour les problèmes de peau, donc en usage externe, une compresse imbibée d'eau, du vinaigre de cidre dessus, on passe ça sur le visage quand on a des problèmes d'acné notamment. Donc à chaque fois, ça doit être. Donc nous, on achète donc ton flacon.
Ouais. Ça doit toujours être dilué avec de l'eau. Ouais, exactement. Jamais Aussi- brut, jamais pur. Non, tu risques des problèmes après, même pour les mailles dentaires, c'est pas terrible de le prendre brut, donc toujours dilué. Après, tu peux très bien cuisiner avec. On a des grands chefs, on travaille avec Yannick Aleno, Anne-Sophie Pic, on est fournisseur de l'Élysée. Qui sont ces gens-là? Je ne connais pas. Qui sont? mais c'est pas ce qu'on. Oui, Ok, je sais. c'est un ingrédient pour la cuisine, mais nous, notre combat, entre guillemets, il est vraiment de le faire reconnaître comme un ingrédient santé. Donc, ok, on travaille avec des chefs, on a eu les pré-épicures, on a un goût très particulier parce qu'un bon produit, du coup, tu touches à tout. On a un produit qualitatif sur toute la ligne, mais ce qui nous intéresse vraiment, c'est que le produit soit bon pour le consommer au quotidien et que ça rentre vraiment comme un ingrédient qui fait partie de la routine, en fait. Donc voilà pour les bienfaits. Alors justement, quelle est cette routine idéale que tu souhaiterais proposer à ces millions, voire ces milliards de gens qui nous écoutent? Milliards de gens qui doivent consommer du vinaigre de cidre au quotidien. Moi, ma mission de vie, c'est vraiment de faire boire du vinaigre de cidre à tout le monde. On a tous intérêt à consommer du vinaigre de cidre. Alors, il y a des contre-indications pour des personnes qui ont des problèmes gastriques très sévères, mais pour 99% des cas, l'objectif est de le prendre dilué dans l'eau. La meilleure chose à faire, c'est avant le repas. Pour une fois qu'on a quelque chose à ajouter et pas à enlever pour se faire du bien, c'est plutôt cool. Donc voilà, que ce soit... après, on découvre les bienfaits, même pour des sportifs, ça va être plutôt pour le côté reminéralisant. On découvre les bienfaits pour nous, finalement, en le consommant. On ne se rend pas compte. On ne sait pas tout de suite la raison pour laquelle on va le garder dans le quotidien. Tout ce que je sais, c'est que ça permet d'équilibrer sur bien des pans et que c'est un ingrédient à avoir. Donc, une fois par jour minimum, son vinaigre de cidre dilué dans l'eau. À quel moment de la journée le mieux? Moi, je pense que c'est avant le repas, surtout avant un repas copieux, s'il ne fallait en garder qu'un. Et le matin, sinon, en geste détox pour remplacer le citron, parce que c'est vraiment pour le coup bien plus efficace. Alors, ce terme détox est galvaudé, mais en gros, voilà, pour remettre la machine en route, quand on se lève le matin, bien se reminéraliser et faire tourner un petit peu tout ça. Donc voilà. Et sinon, moi, je le consommais énormément. C'est pour ça, en fait, chacun va trouver le meilleur moment pour lui. Je dis toujours à nos clients, explorez-le et voyez quel est le meilleur moment pour vous. On n'est pas pareil. Moi, il y a une grande période de ma vie où je le prenais systématiquement avant de me coucher. C'était mon doudou pour me sentir légère quand j'allais me coucher. En fait, faut l'explorer de plein de façons différentes. Faut s'analyser, en fait. Faut s'analyser, faut s'écouter. On est tous différents. Tout ce que je sais, c'est que ça fait un bien à toutes les personnes qui en prennent au quotidien et que c'est un allié précieux à avoir toujours auprès de soi. Merci Marina. Ruben, alors, moi, je veux parler de ton actualité. Ton actualité, c'est la sortie toute fraîche de ton recueil hyper dynamisant, hyper oxygénant, qui s'appelle Casserole de chef. Donc moi, j'ai suivi ta campagne Ulule. C'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est rencontrés. Tout à fait. Si je te connaissais bien avant, mais on s'est rencontrés avec ça. Alors du coup, cette effervescence éditoriale, communicationnelle, est-ce qu'elle est savoureuse? Je crois qu'aujourd'hui, tu l'as entre les mains. Tout à fait, ça y est, Alors, je l'ai enfin récupéré. Les émotions. Ah, ça a été très intense, mais c'est marrant parce que tu m'avais prévenu et je n'avais peut-être pas pondéré l'intensité de la campagne. Mais j'avoue qu'il y a eu un bon passage de 2-3 semaines post-campagne où j'ai complètement lâché tout réseau que ce soit. Ça m'a lessivé à ce niveau-là, mais non, c'était hyper prenant et en tellement de vagues différentes et où il y a des moments de passage à vide où on n'y croit plus, puis on se remobilise, puis ça décolle, mais ça se recalme. Enfin, c'était assez intense. Puis une fois que ça s'est concrétisé, il fallait écrire en fait. Il y avait des délais à respecter. C'est ça, un moment, il faut y aller quoi. Exactement. Mais donc ça a été 3 mois assez intenses entre la campagne, puis après, puis tout écrire, puis toute la phase de relecture, correction, illustration. Mais le bilan derrière. Ah, il est très positif. Là, j'ai hâte d'avoir des avis, kiff, mais en tout cas, je suis très content du résultat et j'ai vraiment hâte de commencer à les distribuer. Tu vas être la première à Mais j'adore. Alors, c'est vrai que Ruben, j'ai pas ouvert. Voilà, Ruben, je pense qu'on le connaît tous. Alors, Catherine, pour être dans les coulisses. Catherine m'envoie un message. Là, je suis vraiment dans les coulisses. Elle me dit Ruben, mais moi, je l'ai trop suivi. Mais moi, j'adore Ruben. Je vais être à la table de Ruben, mais je suis trop stressée. Machin. Bon, voilà, on te connaît parce que tu as fait beaucoup de télé et que tu es l'incarnation aussi de la jeunesse hyper dynamique, hyper passionnée, passionnante. Et je suis très, très fière de te rencontrer aujourd'hui parce que je t'ai beaucoup suivi aussi. Et que, effectivement, je sais plus comment c'est venu. Je t'ai vu sur Insta avec justement ton projet d'écrire. Moi, je suis une ancienne prof de lettres, donc l'écriture pour moi c'est hyper important et je trouve que tu écris divinement bien et que tu arrives à exprimer les émotions d'un chef avec les mots
Et félicitations. Mais je crois que c'était sur LinkedIn surtout. Enfin, ce qui m'a vraiment Ouais. rendu fou pendant la campagne, c'est que justement j'essaie d'être sur tous les réseaux différents, Ouais, c'est mais dur. chaque réseau a un ton différent. Mais évidemment. Et en fait, reprendre le même contenu et l'écrire de manière différente parce qu'on s'adresse à un c'est auditoire différent, Mm. ça c'est compliqué. Ouais, À la mais fin, ça rend t'as réussi, schizo t'as- complètement. Mais oui, mais tu as réussi à le faire vraiment d'une manière très naturelle, très spontanée et très communicative. Et je crois que ça, c'est hyper important. Et donc, on s'est contacté. Enfin, moi, j'ai contacté Ruben parce que je voulais le faire venir dans le podcast en disant c'était quand ta campagne? C'était de quand à quand? À la base, c'était tout le mois de mars, grosso modo. Voilà, tout le monde. Et je lui dis, mais viens dans le podcast et puis on va parler de ta campagne. Sauf que c'était impossible Ah de oui, là, en t'avoir, que moi timing, c'était compliqué, etc. Donc voilà, il y a eu un petit décalage. Et que après, j'ai essayé de t'encourager parce que moi, j'ai sorti mon livre aussi via Ulule et que je lui ai donné des conseils en lui disant, voilà, c'est à la fois surkiffant, très exaltant et très stressant. Mais en même temps, je pense que c'est une phase par laquelle il faut qu'on passe parce que Bien sûr. c'est formidable. Même pour fédérer des gens, etc. C'est Mais hyper évidemment, intéressant. pour faire rencontrer aussi les gens, pour faire, comment dire, connecter les gens à ce que tu fais. Donc voilà, bravo. Donc il est là. Tout à fait. Il est Alors, là. il parle de quoi ce livre? Alors, voilà, raconte-nous. Moi, j'en sais, Raconte-nous. je connais pas. Donc, casserole de chef, Exactement. c'est quoi? Mais Dis-nous. l'idée, c'est de Ruben. rentrer un peu dans les coulisses de ce merveilleux job qui est le chef à domicile. Je ne sais pas de où, quoi tu parles. Je ne sais- où on a autant de contraintes que de prestats, où ça va être à chaque fois des anecdotes tout le temps. Et en fait, je partais du constat que c'était souvent marrant quand des clients à la fin d'une presta s'excusaient pour une mini problématique qu'il y avait eu à soulever. Sauf que c'était tellement infime par rapport à ce qu'il y a pu avoir que exprès, j'ai essayé de dédramatiser le truc en racontant. Et en fait, les gens étaient toujours un peu amusés de... les pires, ça va être une demande de mariage où elle va dire non. Ça va être ne serait-ce que... Hier, j'ai eu une journée Oh, l'enfer. horrible. J'adore. Raconte-nous, Mais Ruben. en même temps, je l'ai pris positivement en me disant que ça Toujours. allait être le meilleur moyen d'avoir une anecdote pour la promo du livre. Mais c'est ça. Pour le timing, c'est Alors, parfait. raconte-nous. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Hier, presta pour 450. Compliqué. Enfin, compliqué. T'as des équipes, rassure-moi. Ouais, mais c'était un petit truc, donc on n'était pas si nombreux pour 450. Sauf que ma voiture est pas très grosse. Elle est devant et je me suis mis sur une place standard. Et éclair de génie la veille, elle va pas être assez grosse. Donc, je vais louer un camion frigo. Sauf que le seul qui reste, c'est le plus gros possible avec un permis A. Les méga 22 mètres cubes, là, je sais pas quoi, beaucoup trop gros et très galère à conduire. Et j'ai pas l'habitude, en fait. Je conduis que des citadines. Je vais faire des courses et je regarde pas les portiques. Ah, merde. J'ai éclaté le camion. Éclaté. Le loueur peut l'entendre ce matin, c'est fait, on a fait l'état des lieux, pas de problème, il le sait. Sauf que tellement c'était éclaté, je pouvais plus reculer. En fait, j'étais bloqué, Ah, t'étais bloqué. le toit contre Donc, l'étage. il était quelle heure là? 17h. 17h pour une presta à quelle heure? J'étais attendu à 18, mais les invités pour 21h. Mais compliqué. Première option, donc c'était chez Métro, je devais acheter les boissons et tout l'emballage. Normal. Première option, les gars avec des Fenwick se baladent. J'ai fait charger dans le coffre 3 palettes de cristalline. Je me dis, le poids de la cristalline faisant, la voiture va être abaissée, ça va sortir. Pas du tout. Elle a pas bougé. Marche pas. Deuxième option, on a dégonflé les pneus. Parce que t'étais bloqué avec le En portique. hauteur. Ah ouais. Mais idée de génie quand même, jamais j'aurais pensé à ça. Mais grave. Alors, idée de génie, ouais. Moi, je Par l'aurais contre, pas fait, j'aurais eu trop peur. hein. Je pense que je ne me suis jamais fait autant peur que sur l'autoroute à 90 avec des pneus dégonflés. T'as pas gonflé après? Ben non, J'adore. non, parce que la valve, c'était une valve de gros camion horrible où les gonfleurs bidons des stations essence de ville sont pas bonnes. Marche pas. Donc j'en ai essayé 2, j'en ai eu marre, il était trop tard. Mon staff m'appelait, plus de batterie. La presta, évidemment, loin, donc sans batterie, pas possible d'y accéder. Fallait le GPS. Et là, c'était galère. Donc, pas le choix. Donc, j'apprends la map plus ou moins par cœur et je trace. Pneus En dégonflés. camion dégonflé. Voilà. Ok. La sensation d'avoir les roues arrière sur un matelas non gonflable, pas gonflé, est très désagréable. Ouais. Mais c'est trop dommage, faut que tu fasses un tome 2 du coup Ah bah, pour cette c'était le anecdote. Ouais, on est d'accord. Tout était écrit. Tout était Il y écrit. en a plein en stock. Mais donc, toute la journée d'hier, c'était que des trucs comme ça. Et donc, quand le temps de sortir, parce que c'était long de dégonfler des pneus de 22 mètres cubes, là, c'est pas des petits pneus de voiture, hein, il y a beaucoup d'air dedans. C'est long à dégonfler. Donc voilà. Mais donc, quand c'était en train de se passer et que j'étais sur la route, je me suis dit, c'est très, très chiant. Mais en fait, ça peut être une histoire marrante à raconter. Et à quel moment tu t'es dit, je veux faire un recueil avec toutes les anecdotes que j'ai vécues? Donc, Ruben, tu as commencé en quelle année et tu as quel âge? C'est fou parce que je dois réfléchir pour répondre à cette question, c'est grave. Ah merde, donne-nous ta carte d'identité, je veux dire, on veut voir. J'ai commencé en 2010 et j'ai 30 ans. D'accord.
Donc ça tu as fait, commencé hyper jeune. ça fait 13 ans. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc tu as commencé à 17 ans. Exact. Mhm. Et c'est venu, ça faisait un moment que ça me trottait dans la tête, et c'est venu juste après Noël. Pareil, anecdote marrante, où j'étais en presta à Courchevel. Et une chalet manager d'un autre endroit, enfin pas là où je travaille, m'appelle en dernière minute parce que leur chef du chalet vient de faire un œdème 1 heure avant le réveillon de Noël, sinon c'est pas drôle. Et donc des clients qui certes sont pas à plaindre se retrouvent quand même avec pas de repas de Noël. C'est moche. C'est moche. Avec tout l'argent qu'ils ont, c'est quand même moche. Exactement. Donc, moi, ma presta, tout était en place, tout va bien. Donc, je la laisse en plan, il n'y avait plus qu'à envoyer, donc tout va bien. Et je vais sauver l'autre presta. Mais en fait, c'est marrant de se dire qu'on a sauvé un repas de Noël en dernière minute. Et donc ça, 2-3 jours après, je le raconte sur LinkedIn. Et en fait, je me suis pris une récurrence de faire une petite anecdote comme ça, mais écrit très succinctement toutes les 2 semaines, je crois, sur LinkedIn. Et Sophie, que tu connais. Krebs Non, Gobert. Ah mais bien, c'est elle qui t'a... Exactement. Ah, Il y a eu une émulation où on s'est dit Sophie, que je t'embrasse très fort. il fallait essayer d'en faire quelque chose. C'est Donc vrai on que a t'es en eu lien plein d'options différentes, podcasts, écrits, BD, on savait pas trop. Et donc le format nouvelle a été celui qu'on a retenu, avec la particularité d'avoir à chaque fois dans chaque anecdote une recette en fil conducteur qui est à retrouver à la fin de la nouvelle via un QR code où on accède à la fiche recette et à une recette en pas à pas filmée pour reproduire la recette qu'on a suivie sans avoir forcément toutes les galères de la recette. En fait, il est dingue. Et illustré en plus, c'est ça. C'est Tout ce que à tu fait. disais. Oh là là. Ok. Trop bien. On sait tout. Il y a aussi senteur, odeur. On arrête. Mais ça peut être pas mal. Tome 2, à réfléchir. Exactement. Odeur des pneus. Voilà. Alors, Vous l'embrayage comprenez- hier, il sentait Est-ce que vous grave. comprenez pourquoi il est là aujourd'hui ou pas? Ça y est, là, ça. Voilà, il y a quand même un truc. Claire, alors, moi j'ai vu sur le site que votre ambition première à Aubas, c'est faire germer une restauration durable au cœur des villes. Est-ce que tu peux nous dire, là, en 2023, en quoi manger est-il un acte citoyen? Je pense que c'est relié à tout ce qu'on se disait tout à l'heure. Un petit peu. Je sais plus si je l'ai inventé moi ou si je l'ai lu, mais je trouve que manger, c'est un peu comme voter. Je C'est sais pas Florian si je l'ai lu, Laden. hein. C'est Bon, Florian voilà. Laden qui a dit ça. Donc je n'ai rien inventé. Merci Florian. Du C'est comme voter 3 fois par jour ou un truc comme ça, c'est ça la citation. Et c'est vrai. Ouais, carrément. Parce que du coup, je vous apprends rien, mais c'est vrai que en mangeant, on choisit un produit, on choisit les conditions dans lesquelles il est fait, on choisit d'où il vient, on choisit le bien ou pas qu'on veut faire à son corps. Il y a aussi des questions financières derrière, évidemment. C'est pas quelque chose qui est accès à tout le monde, auquel tout le monde a accès, ces questions-là. Mais c'est un peu aussi l'idée de Aubas, de rendre ça accessible et de vulgariser, entre guillemets, un discours qui peut être parfois un peu élitiste ou un peu compliqué à comprendre. Même moi, quand je suis arrivée, tu disais tout à l'heure, j'ai fait des études de gestion de projets culturels. J'étais pas vouée à terminer dans le secteur alimentaire. On verra ce que je ferai après, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est accessible, en fait. Et c'est un acte, c'est voter, en effet, parce que on choisit d'où tout vient et puis on choisit aussi les conséquences qu'on veut que ça ait sur l'environnement. Tu parlais de la permaculture, c'est tout ça, c'est aussi des conséquences aussi environnementales, c'est des écosystèmes, c'est des conditions humaines, c'est la santé des animaux. En fait, tout est lié à une réflexion, en permanence. Complètement. Sur différents paradigmes. Mais je pense qu'effectivement, quand on mange, quand on se nourrit, quand on s'alimente, c'est lié à un projet en fait de vie qu'on a pour soi et pour les autres. C'est vrai qu'Aubas, je trouve, l'incarne très très bien. C'est un peu pour ça que j'ai rejoint l'équipe d'Aubas. Tout à fait. Mais en fait, l'idée, c'était que c'est l'équipe du hasard ludique qui a créé Aubas. Donc c'est pas du tout des professionnels tout de suite de l'alimentation, mais l'idée, c'était de faire un lieu dédié à la restauration, qui est une offre de restauration. Et du coup, les équipes du hasard ludique se sont dit, autant donner à ce lieu un vrai propos. Et du coup, effectivement, là, l'importance dans le secteur alimentaire, c'est ce qui vous lie aussi tous les uns aux autres, c'est cette dimension engagée et durable ou solidaire, de faire avec lien. du sens. Ouais, exactement, c'est 100% ça. Super. Catherine, moi, quand on parle de sens, je pense beaucoup au troisième café, évidemment. Et qu'est-ce que tu peux nous dire sur les repas suspendus? C'est quoi les repas suspendus? Alors, les repas suspendus, c'est des repas qui sont offerts par des personnes, par donation. Lorsqu'ils payent leur repas, ils peuvent donner aussi un petit peu d'argent en plus pour offrir un repas à ceux qui n'ont pas l'argent pour le payer. Donc, les repas suspendus, on en donne à peu près une dizaine par jour, du mardi au samedi. C'est souvent des personnes qui sont en situation précaire, qui ont souvent des sans domicile ou des personnes vivant en foyer, ou même des personnes simplement qui ont des problèmes d'argent
pour pouvoir se nourrir. Et donc, on les donne sans justificatif, sans vérifier. On le donne vraiment avec plaisir et personne ne sait qui paye pas. C'est vraiment dans la générosité et la bienveillance qu'on offre ces repas suspendus. Donc, comment ça se passe? C'est-à-dire que vous créez, vous, au Troisième Café, on va dire, il y a 20 personnes. Vous en créez quoi? 30? Et donc, il y a 10 qui sont en sus. Et les gens arrivent en disant, voilà, on a faim. Il en reste 10 et on vous le donne. Oui, c'est ça. De toute façon, même si, admettons, on a eu, par exemple, Corobine, qui est chef cuisinier, prépare une quarantaine de plats, et qu'il y a des repas suspendus, il y en a un peu plus, il trouve toujours un moyen de cuisiner quelque chose pour pouvoir compléter, afin que la personne puisse manger quelque chose de chaud et de préparer sur place. Donc, il a toujours des idées pour que chacun puisse partir avec quelque chose à manger. Vraiment, on ne compte pas, on n'a jamais eu de compte qui est-ce que c'est au plus, en moins. En général, on le donne sans problème. Les gens donnent avec plaisir, mais il n'y a pas de gestion des dons. On le donne systématiquement. Voilà. Et du coup, comment on fait pour adhérer au Troisième Café? Comment on fait pour donner de l'argent? Parce que vous avez besoin d'argent et de financement aussi pour tout ça. Comment ça se passe? Alors pour l'adhésion, eh bien, c'est très simple, c'est 5 € pour l'année. On donne son nom, son prénom. 5 € pour l'année. Oui, excusez-moi, messieurs, dames. Vous avez pensé à augmenter avec l'inflation? Comment ça se passe? Non, pas du tout. Et on donne juste son nom, son prénom, son adresse mail et son téléphone. Son adresse mail, c'est pour recevoir les news, enfin, je veux dire la newsletter, afin de connaître un petit peu les événements et puis aussi participer au dîner de chef. Le dîner de chef de Virginie Legrand au mois de juillet. Voilà, tout à fait. Clairement. Donc il faut être adhérent. 5 €. Okay. Voilà, tout à fait. Et c'est vrai que ça permet aussi de subventionner pour le Troisième Café, de pouvoir remplacer une machine à laver ou un four, quelque chose. Donc ça participe aussi au fonctionnement. Comment ça se passe pour la nourriture? Parce que moi, je sais qu'à chaque fois que j'organise des dîners de chef, je vous envoie. Donc là, j'ai envoyé à Mélanie mon entrée, plat, dessert. Mais après, les courses, il faut les payer aussi. Moi, je suis pas payée, honnêtement, je m'en fiche. Mais derrière, il faut quand même payer la nourriture, les aliments. Donc ça aussi. Toi, on t'impose rien du tout lorsque tu dois... Non, moi, ils m'ont dit, dîner de chef, vous faites plaisir, entrée, plat, dessert, c'est moi qui gère, j'ai envoyé, tout est calé. Tout à fait. Mais il faut quand même payer, c'est grosso modo pour 20 personnes, 20-25 personnes. Oui, mais en général, le Troisième Café s'autorégule par les repas que l'on fait. C'est vraiment pas cher, hein. C'est 10 € entrée plat au plat dessert et 12 € entrée plat dessert. C'est très modique. Mais nous avons aussi les invendus qui nous permettent de faire des économies pour acheter les légumes. Donc on achète la viande, le lait, le beurre, etc. Tout ce qui est vraiment nécessaire pour le fonctionnement, pour les repas. En plus, je crois qu'il y a des dons, etc., des personnes qui donnent généreusement. Donc, on arrive à s'autogérer. Le Troisième Café, je pense qu'il est encore pour longtemps. Moi, j'y suis allée 3 fois. Enfin, j'ai fait 3 fois des dîners de chef comme ça. Et c'est vrai que c'est une ambiance... juste d'amour, en fait. Une ambiance de gens vrais, une ambiance d'humanité dingue. Oui. Et effectivement, le temps pour nous, chefs, on le sait, hein, c'est hyper compté. Mais là, j'ai eu envie de revenir. Ça fait longtemps que j'étais pas là. Et là, j'ai dit, Catherine, non, j'ai besoin de ma dose, en fait, de Troisième Café. Ça me fait un peu penser le réfectorio. Vous connaissez peut-être le réfectorio? Pas du tout. C'est un lieu qui est... Enfin, tu es déjà allé cuisiner là-bas. Mais c'est magique comme endroit. Je pense que ça peut vous intéresser. Quel arrondissement? C'est dans le 8e. C'est en dessous de l'église de la Madeleine. D'accord. Et en fait, ça a été décoré par JR. Et c'est sublime. Et en fait, t'es servi par des chefs et des bénévoles à table. Et moi, je bossais dans une asso avant. Et du coup, j'ai emmené les personnes avec lesquelles je travaillais prendre un repas fait par un chef et des bénévoles. Déjà, c'est délicieux. Il y a des options végé. Enfin, tout est réfléchi pour que tout le monde puisse y trouver son compte. Exactement. Et le projet est solidaire. Me fait un peu penser à ce que tu évoquais. C'est trop bien. Je pense que 2023, on est sur la solidarité max, hein, et que les gens ont besoin aussi. Enfin, là, en plus, on le voit avec l'inflation, après le Covid, toute l'augmentation après le Covid. Je pense que les gens ont besoin aussi de se retrouver. Et c'est vrai que la gastronomie, l'alimentation, la nourriture, c'est quelque chose qui fédère de ouf, en fait, parce qu'on se retrouve à une table et qu'on partage et qu'on s'émerveille et que c'est une création. Donc, on donne aussi beaucoup de nous. Donc, merci Catherine. Merci beaucoup Virginie.
Marina, alors justement, on parle de gastronomie. Est-ce que tu peux nous donner une ou deux recettes phares ou des aliments qui se mêlent beaucoup avec le vinaigre de cidre ? Parce que moi, ça m'intéresse, oui. en fait. Donc Virginie me pose cette question. J'ai Virginie à ma gauche et Ruben à ma droite. Donc pas de pression. T'inquiète, t'as Claire en face, pas de panique. Non, No stress, non, mais en fait, c'est Claire Vallée qui m'avait soufflé ça, de le prendre à la cuillère avec une très bonne huile d'olive, avec un peu de fleur de sel et du safran, et simplement déguster comme ça. On mâche pour déguster les arômes. Et voilà. Et quand on a un très bon vinaigre de cidre, on le sent juste comme ça. Et toi, tu nous offres du bon vinaigre de cidre. Et normalement, c'est le meilleur. Mais le plus récompensé d'Europe. Voilà, je le place. Mais du coup, ça veut dire qu'on peut pas l'intégrer. Là, tu vois, grosso modo, il est un peu brut avec une épice, avec. C'est comme ça qu'il est le meilleur. Je trouve. Voilà. Donc tu peux pas l'intégrer dans une cuisson, dans bien sûr. Une vinaigrette, du jus de viande, bien sûr. Si, tu fais ce que tu veux. Ouais. Si. Ça, c'est. Moi, je préconise toujours de le prendre le plus brut possible. Mais évidemment, tu peux cuisiner même dans les pâtisseries. Pour les véganes, c'est super le vinaigre de cidre. Pour augmenter le moelleux des pâtisseries, c'est très très bien. Et moi, ma spécialité, c'est toujours de savoir comment le prendre à boire pour que ce soit le plus facile possible à boire. Donc dans une infusion froide avec du thym, tout simplement, ça se marie parfaitement. Et même avec de l'eau pétillante et des glaçons, ça passe. Voilà. Grave, mais ça, c'est la boisson de l'été. Hein. Mais redis-le s'il te plaît. Le mocktail de l'été, c'est donc c'est Marina, du vinaigre de cidre avec de l'eau pétillante et des glaçons. Voilà. Ça sur tous les rooftops de Paris. C'est bon, on y va. Écoutez-nous s'il vous plaît, messieurs, dames. Ruben, alors, tu as eu ton premier restaurant à 21 ans. Parce que je sais pas pourquoi, je sens que... Donc tu me dis que tu as 30 ans, tu as une expérience de ouf. Donc on peut se dire qu'il a du talent, ce mec-là. Ou qu'il n'a pas 30 ans. Deux solutions. Donc, on va vérifier sa carte d'identité ou pas ? Ouais. Elle a la voiture. Donc tu as eu ton premier restaurant à 21 ans, c'est ça ? Tout à fait. Qu'est-ce que tu as ressenti ? Donc pression, fierté, doute, difficulté. C'est quoi le feedback ? Je crois que je suis bélier, donc j'avoue que je me pose pas trop la question. Non, doute, j'ai pas. J'adore. Doute, j'ai pas. J'adore aussi. Non, excitation, impatience, tout ça. Donc il y a eu une opportunité, j'ai foncé tête baissée et c'était cool. Et en vrai, au bout de 2 ans, bien sûr. Ouais, bien sûr. Au bout de 2 ans, j'ai fermé parce que c'est pas ce qui me plaisait en termes de mode de vie, d'enfermement dans des normes, dans du staff, dans des impératifs journaliers, quotidiens, routiniers. Donc ça me correspondait pas, mais je suis bien content de l'avoir fait, jeune, exactement. Bien sûr. Donc non, c'était une chouette expérience en termes de, effectivement, c'est un lieu dans lequel on va donner une identité, une vie, dans laquelle on va. C'était à Paris ? Ouais, rue des Petits Carreaux, dans le 2e. D'accord. Donc c'était une parenthèse sympa dans un début de professionnalisation. J'ai commencé vraiment à 18 ans, et donc l'idée ça a été. Bien sûr. 18 ans. Ça a été de tâtonner au début, donc autant en chef à domicile avec des petits repas en petit comité au début, puis au fur et à mesure des plus ou moins gros comités, donc de grossir petit à petit la palette de configurations possibles. Et donc le restaurant, ça faisait aussi partie des idées en tête à explorer. Donc, Et là, ton kiff, j'ai cru comprendre que tu es à fond dans la maison d'hôte. Alors ça, c'est un projet à long cours. Là, l'idée, c'est que... C'est quand même un projet. Ah oui, bien sûr. Raconte-nous. Là, l'idée, c'est que petit à petit, c'est de construire et de financer mon outil de travail pour ma retraite. Donc vraiment, Mais tu fais tout. Moi, je te vois sur Instagram. Oui, tu fais tout. Alors, pas le gros T'es un peu courageux, hein. Je suis curieux. Ouais. Il bosse de ouf, de ses mains, de curieux, sa tête. Et je pense que c'est ce qui m'a permis d'apprécier d'autant plus mon cœur de métier, c'est de faire plein d'autres choses à côté et donc de un petit peu diviser mon planning en plein d'activités différentes, que ce soit effectivement la partie chef privé, mais la partie consulting aussi, et la partie tout le reste, ça va être de faire de l'apiculture, du jardinage, de la menuiserie, permettant de rentabiliser des temps off que j'ai envie et besoin de caler dans le planning, et donc de faire des trucs qui vont être utiles mais qui vont pas être du travail concret, au sens premier du terme. Donc la maison d'hôte, c'est le projet au long cours, et ça, l'idée, c'est pour 2027, ce serait bien. Ouais, donc 4 ans. Là, c'est quoi du coup, comment ça se passe, les différentes étapes ? Alors là, le permis de construire, il est en cours d'obtention. C'est où exactement ? Dans le 77, à côté de Provins. Donc le permis de construire est en cours d'obtention, on temporise un peu, mais ça a été aussi une bataille assez longue, et il a fallu ruser d'agilité parce que c'est en zone classée, sinon c'est pas drôle. Le challenge. C'est ça. Mais c'est la diplomatie, c'est ça qui est marrant aussi. C'est de réussir à faire passer des choses qui n'auraient pas dû passer, mais qui devraient passer.
Et après, on temporise un peu, histoire de bien tout peaufiner. Mais une fois que le permis est déposé, de toute façon, il y a 3 ans pour exécuter les travaux. Donc, grosso modo, là, si c'est fait d'ici cet été, ça fait que 3 ans après, le gros œuvre doit être fait, plus le temps d'aménager, d'agencer, de décorer. 2027, ça semble cohérent. Ok, très bien. On te souhaite en tout cas le meilleur. Merci beaucoup. Alors Claire, je reviens à toi. Je reprends mes fiches. Attendez, parce que là, du coup, tout ça me perturbe. Voilà. Donc Claire, Oba est accompagnée dans sa démarche éco-responsable par Écotable. Qu'est-ce que c'est exactement cette vision d'Écotable et en quoi c'est une vision commune avec Oba? Alors là, on arrive au moment où il faut que je reprenne mes notes. Mais tu prends tes fiches. Parce que j'ai révisé que je n'étais pas là à la fondation de Oba. Mais je sais que Écotable, c'est un organisme du coup, qui accompagne les chefs qui sont dans le food court en haut pour leur permettre d'avoir une démarche la plus durable possible et écologique. Et en fait, ils sont accompagnés par Écotable qui leur permet de calculer. En fait, Écotable a un planning, enfin un outil qui s'appelle un éco-calculateur qui calcule la santé environnementale, humaine et animale sous ces 3 aspects-là pour avoir une empreinte carbone la plus basse possible, encore une fois. Donc ça va être en termes d'agriculture, d'où est-ce que viennent les produits, quelle énergie a été utilisée pour les produire, le bien-être humain, le bien-être animal, la place du végétal dans l'assiette. Et tout ça, c'est pour faire en sorte qu'à la fin, on arrive à un poids carbone de l'assiette qui est de 2,2 kg de CO2 par plat maximum. Nos entrées et desserts sont à 0,5 en moyenne. Pour vous donner une idée, j'ai revu ça tout à l'heure en vrai, je ne suis pas encore pro. Ah, mais je disais tout à l'heure qu'un burger, un double hamburger par exemple, c'est 11,2 kg de CO2. Wow. Et qu'en moyenne, dans les restaurants en France, on propose des plats qui sont à 5 kg. Voilà. Donc au bas, on essaie de faire le pari de proposer une assiette basse carbone. Et cet étalonnage de 2,2 kg, il a été calculé dans l'objectif de ne pas atteindre plus de 1,5 degré d'ici 2100. Donc on essaie d'être ambitieux, on sait bien d'être ambitieux. Après, il y a 1000 autres efforts à faire à côté. Mais en tout cas, en termes d'alimentation, c'est vrai qu'Écotable est un bon allié en ce sens. Et en plus, il y a des petits labels Écotable maintenant à Paris. Les gens, en fait, c'est ce que je voyais aussi tout à l'heure, c'est que effectivement, je crois que c'est pour 73% des Français, c'est important de consommer dans un lieu dont on connaît un peu la provenance des produits. Il y a une part des Français qui s'en fichent. Et il y en a d'autres qui sont rassurés. Mais il y en a d'autres qui sont rassurés. Et du coup, c'est pour ça qu'Écotable ont créé... je leur fais une bonne pub, là, ils ont de la chance. On crée les petits labels et on peut avoir plusieurs Écotables, en fait, selon la structure, selon l'engagement. C'est comme les Nutri-Score, en gros. Mais c'est à quel point la structure est engagée s'il y a 1, 2 ou 3 Écotables. Wow. Voilà. Et nous, on vise les 2 Écotables bientôt. Donc, on est on the way pour les avoir, je crois. Top. Super. Alors, la première partie se termine. Nous allons enclencher la deuxième, dont vous ne savez rien. Rien. Alors, je vous invite dans ce petit pochon-là. Vous me prenez 4 petits papiers, chacun. En avant. Je t'en sors 4. Voilà. Ce sont des questions je peux les très mettre fermées. Voilà. Vous y répondez avec une anecdote ou pas. Voilà, 4 par personne. Puis après, j'ai d'autres questions. J'adore les surprises. Ah, mais oui, mais sinon, c'est trop facile. Alors, Claire, vas-y. Je te laisse commencer. Vous faites les 4 d'un coup. Waouh, je m'appelle vraiment Claire et il y a écrit éclair ou tartelette. Ah, j'ai pas fait exprès. Je crois que j'ai un problème avec l'éclair parce on s'est beaucoup moqué de mon prénom quand j'étais petite. Oh mince. C'était Claire, éclair et chocolat, tu veux que je t'éclaire. Donc en fait, je suis pas fan. Puis j'aime pas, je trouve ça un peu trop gourmand pour moi. Ouais. J'aime bien les petites tartelettes. Donc moi, c'est full tartelette. Voilà. Full tartelette, ouais. Ok. Ouais. Vas-y, continue les 4 à la suite. J'ai... Alors, comment on prononce ? Pour moi, c'était la sauce béarnaise. Mais bien sûr. Oui, parfait. Béarnaise ou mayonnaise. Je mange pas énormément de viande, donc je dirais la sauce mayonnaise. Ouais, parce que c'est pas forcément avec la viande. C'est vrai. Mais j'ai découvert les mayonnaises véganes. Je suis pas végane, mais j'ai découvert la mayonnaise végane et c'est assez bon. Donc sans œufs. Donc sans œufs, avec l'eau des pois chiches. Et des pois chiches. D'accord, ouais. Ok. Et tu mets ça avec je sais pas, à la rigueur des dips, des légumes tranchés. Ok, très bien. C'était très bon. Et j'ai remangé un œuf mayo la dernière fois, là. C'était délicieux, donc mayonnaise. Mayo quand même. Classique, mais bon. Valeur sûre. Boudin blanc, boudin noir. Ouh là là. Ah oui, alors là, je suis désolée. Bah, boudin blanc. Je préfère le boudin blanc avec des pommes. Très bon. Des pommes normandes, évidemment. Évidemment. Ouais. Parce qu'on a la Normandie en commun, quand même. Donc, boudin blanc. Cuisine asiatique ou méditerranéenne ? Difficile. Bah, je pense méditerranéenne. Mais c'est quand même délicieux. Mais quand même, bravo à tous les gens qui savent cuisiner de la cuisine asiatique, parce que c'est hyper élaboré et incroyablement bon. Voilà. Super, merci. J'adore. Claire. Catherine ? Alors, je vais commencer par langoustine ou gambas. Eh bien, moi, j'aime bien les gambas.
Les gambas cuisinées au curry ou avec du riz. J'aime beaucoup les gambas. Oui. Ok, très bien Catherine. Ensuite, c'est entrecôte ou bavette. En fait, j'aime bien les deux. J'aime aussi, ma fille, elle aime beaucoup la côte de bœuf. Donc, j'aime beaucoup la côte de bœuf aussi avec les... Alors là, il faut préciser quand même qu'on enregistre. Bon, il est 16h50, donc, on est censé avoir mangé, mais quand même... avec les ça samouraï. Elle réinvente les règles. Avec la samouraï, avec un os à moelle. Oh, le samouraï. T'as dit quoi, Marina? Catherine, elle réinvente les règles, alors je vais en rajouter 2 autres. J'ai dit, c'est la liberté. C'est vrai. C'est la bulle de confort. Avec un bon vin, c'est... Ah ben voilà, Allez. c'est aussi une question. Le vin, on est là. Ensuite, céleri ou chou-fleur, moi c'est plutôt chou-fleur, tu sais, croqué, commis comme ça dans Avec la mayonnaise, avec la qu'on peut mayonnaise, tester. ouais. Du tahini au four. Au chou-fleur rôti aussi, c'est délicieux. Mais oui, au four. Tranche de chou-fleur rôti Ah au four, ouais, c'est délicieux. ouais. Alors, cèpe ou mori, je connais plus le cèpe, les cèpes, c'est bon en omelette, ou, ça c'est délicieux. Ou poêlé comme ça, avec un peu d'ail. Cèpe, exactement. Ah ouais. C'est très bon. Merci Catherine. Marina. Alors, fraise ou framboise? Je vais dire fraise, parce que... ouais, non, il n'y a pas de choix à faire. Fraise, c'est OK. Alors, pomme ou poire? Et là, je vais vous surprendre et je dirais poire. Oui. Ah mon Dieu, Ouais. Marina. Ouais, désolée. Mais alors, faut savoir que la plupart de nos producteurs font aussi du poiré. C'est ça. Ils ont des très bonnes poires, etc. Mais je ne sais pas manger des pommes crues. Voilà. Ouais. Donc quand tu même préfères poêler, peut-être caraméliser. Exactement. Mais le fruit brut, la poire à 300%, croquer, et je à fais du croquer la vinaigre de pomme. cidre. Donc voilà. Ah bah oui. Et question bête, ça n'existe pas du vinaigre de Si, forêt? bien sûr. Il y a plein de vinaigres, non? C'est super. Alors on y Ouais. pense Lavande, chercher ou pas? Mais il y a plein de vinaigres, mais en fait, le vinaigre le plus étudié pour la santé, c'est le vinaigre de cidre. Ah. Ok. Donc voilà, mais le vinaigre de poire est super. Et moi, je suis... Enfin, faut revaloriser le poiré, etc. Il y a énormément Bien de sûr, choses à c'est faire. bon. Les gens, c'est super sous-coté, le poiré. Et il y a... Enfin, voilà. Est-ce Ça, qu'on c'est peut dans ta aujourd'hui deuxième dire vie. qu'on va le surcoter Bah, j'aimerais grâce bien. aujourd'hui à ce podcast formidable? Voilà. Ouvrez vos chakras vers, Mais vers bien le sûr. poiré, le vinaigre de poire, etc. Ça sert pas à mon business, mais allez-y. Les cidres avant tout. Gourmet ou gourmand, évidemment gourmande. Je suis incapable de cuisiner. Vraiment, je suis très... je suis ultra gourmande. Trop. Et je lutte. Comment ça trop? Ça veut dire quoi trop? On est jamais que je ne sais pas m'arrêter. En fait, je n'ai aucune... je n'ai aucune Bah, tu ne manges force pas de- 3 côtes de bœuf à la suite. Je suis capable de manger un Ah oui, kilo mais de quand côte elle de prend bœuf. une cuillère de vinaigre de cidre avant, c'est tout bon. Ah ouais. C'est tout bon, Virginie. Non, mais tu vois, mais je suis quand même un peu dans l'extrême, donc énorme gourmande et coquillette ou spaghetti que je suis incapable de manger proprement. Ça fait partie du jeu, mais spaghetti, voilà, attention. Merci Marina. Ruben, on a hâte de t'entendre. Oula. Bordelais, Bourgogne ou Alsace? Bourgogne. Ouais, clairement. Pas Bordeaux du tout. Alsace, pourquoi pas, mais Bourgogne. Attention, je suis alsacienne, hein, donc. Bah, voilà. Il n'y a que Bordeaux que, franchement, C'est bon, les vins de j'ai du mal oui, bien sûr. avec les vins de Bordeaux, mais sinon tout le reste. Mais Bourgogne en prio. Tandoori ou Colombo, les deux, pourquoi pas, mais tandoori. Olive noire ou olive verte? Alors, les violettes sont pas mal, mais elles sont pas proposées. Tu peux les rajouter. Non. C'est On va une respecter les ouverture. règles. Plutôt noir, et je trouve que c'est un ingrédient vachement cool pour justement essayer de sensibiliser les gens aux produits bidons et aux produits cool, parce que Ouais. l'olive noire très souvent c'est pas de la noire, mais c'est de l'olive verte qui est noircie par C'est des... pas vrai. Ouais, il y a des Eh, gluconates ferreux bidons. C'est marrant, faut regarder dans les ingrédients. Ok, Mais en fait, c'est plus simple pour les indus de tout récolter en même temps. incroyable. Donc, les il dit vertes juste restent noir, vertes, couleur, et les quoi. noirs, c'est de la verte qui est pourrie. Enfin, Oh. pas pourrie, mais ils mettent du gluconate ferreux. Donc faut qui regarder l'a- gluconate sur l'étiquette. Ouais. Ok. Et ça, c'est pas cool. Bah, merci. Ouais. Ok, je savais Et pas. donc ça, c'est des produits qui permettent de voir si... Non, mais on c'est- apprend des choses. Hein, Mais ici. typiquement, Ok. sur les marchés en Provence, très souvent, c'est de l'olive espagnole bidon avec ça dedans. Donc c'est de la verte, noircie et pas de Provence. Ok. Pas cool. Ok. Donc ça, c'est un produit cool pour se rendre compte si c'est des produits quali ou pas quali. Terrine ou rillette? Plutôt rillette, parce que je trouve que ça symbolise bien les moments de partage cool, conviviaux, à l'apéro, justement, avec le Avec un petit mocktail. verre. Bah, le mocktail de l'été. Toi, tu Voilà. en prends pas, Virginie? Non, je ne prends pas. Comment Non, ça parce que bah, vous voulez que je prenne? Ah oui. Allez, donnez-moi. Allez, donnez-moi. J'ai jamais fait. Hein. Ah bah, On en est au 18e, j'ai jamais fait. il est temps de changer les règles. Alors, attendez. 1, 2, 3, 4. Tac. Alors, viande crue ou poisson cru? Moi, le tartare. Tartare de bœuf, façon bistrot, mais au couteau, évidemment. Hein. Chocolat blanc ou chocolat noir? Alors, moi, je suis très salée, pas du tout sucrée. Donc, petite joueuse, moi, je dirais plutôt chocolat blanc. Ah ouais? Ouais, chocolat noir. C'est encore plus sucré, non? Bah oui. Ouais, mais pas trop fan du chocolat, trop amer pour Ok. moi. Voilà. Après, vous me proposez effectivement une entrecôte ou un saucisson, beaucoup mieux. Voilà. Paris-Brest ou Saint-Honoré? Ouais, Saint-Honoré, à la rigueur, parce qu'il y a du caramel. Paris-Brest, la crème au café, pour moi, beaucoup Non, trop. praline.
beaucoup trop lourde. Et le dernier, citron vert, citron jaune. Citron vert. Bon, citron vert, ça me rappelle déjà le mojito. Hein. Et puis, effectivement, zesté comme ça sur des fraises, par exemple, une petite soupe de fraises au citron vert. On est pas mal. Je me suis prêtée au jeu. Hein. C'est pas le deal. Hein. Bon. Alors, j'aimerais vous poser une petite question qui est assez caractéristique de la gastronomie. Moi, je suis une ancienne professeure de lettres, donc j'aurais aimé vous lire un passage de Proust, évidemment. Donc, vous pouvez très bien imaginer la question derrière. Mais quand d'un passé ancien, rien ne subsiste, après la mort des êtres, après la destruction des choses, seule, plus frêle mais plus vivace, plus immatérielle, plus persistante, plus fidèle, l'odeur et la saveur restent encore longtemps, comme des âmes, à se rappeler, à attendre, à espérer sur la ruine de tout le reste, à porter sans fléchir, sur leurs gouttelettes presque impalpables, l'édifice immense du souvenir. À vous 4. Je vous pose la question, quelle est votre Madeleine de Proust ? Eh oui, ça, j'ai pas voulu le dire avant. Moi, j'ai direct la mienne. Donc, vas-y, je t'en prie, Claire. Alors, moi, j'ai bu il y a pas très longtemps, je sais plus quand, dans un gobelet. Alors, c'est une Madeleine, mais c'est pas à manger, mais c'est une odeur. Pas grave. Et ça m'a rappelé les goûters que je prenais chez ma grand-mère. Tu sais, c'est les gobelets en plastique hyper basiques, mais juste l'odeur m'a renvoyée à Ranville, en Normandie, chez mamie, ma grand-mère. Comment elle s'appelle, ta grand-mère ? Alors, elle s'appelle Marie-Henriette, plus normand, impossible. Marie-Henriette. Et du coup, on l'appelait Mamie. Et ça m'a rappelé les goûters quand j'étais Alors, petite. qu'est-ce qu'il y avait dans ce gobelet ? Je crois qu'il y avait de la grenadine, mais c'était surtout l'odeur de plastique à la fin. Ah ouais. C'est pas hyper sexy comme souvenir. Mais non, le plastique, c'est un souvenir qui compte. Mais pour moi, ouais, ça compte. C'est comme les éco-cups, parfois on le retrouve mais bien sûr. l'odeur à la fin. Pour moi, c'est les goûters d'enfance. Ouais. Les autres, une idée ? Catherine ? Eh bien, moi, lorsque je me rappelle, lorsque je allais à l'école le matin très tôt, je partais à 7h30 à République, et il y avait un petit marchand sur la rue Béranger qui vendait des croissants. Et maman nous donnait toujours de l'argent pour acheter ces croissants en passant. Et des fois, quand je passe devant une boulangerie, je sens le croissant au beurre. Je sens le beurre et ça me rappelle l'enfance. Je me rappelle ce moment où on achetait notre croissant avec ma sœur et qu'on le mangeait tout en allant au métro République. Et ça me fait vraiment un chaud au cœur. C'est un grand beau souvenir. Et ben voilà. C'est très parisien comme souvenir. Mais non oui. Wow. Ruben ou Marina ? Moi, c'est pas mal de pâtisserie à la fleur d'oranger. C'est rigolo. Enfin, j'ai commencé à cuisiner un peu dans les pâtes de ma grand-mère paternelle et mon grand-père, et j'ai des souvenirs justement d'odeur de fleur d'oranger, de mon grand-père qui adorait pâtisser et qui me montrait, m'expliquait, et les souvenirs justement quand on mettait la main à la pâte et qui m'avait montré comment enlever la pâte sur les mains en remettant un peu de farine, et je le vois en train d'enlever les bouts de pâte de mes doigts avec un peu de farine là pour faire des grumeaux et l'enlever plus facilement. Et donc ces odeurs de four beaucoup trop chaud parce que beaucoup trop vieux et le thermostat éclaté, fleur d'oranger qui sent bon et qui qui enrobe tout ça, etc. Top. Une fleur d'oranger, oui. Génial. Marina ? Moi, je vais quand même finir sur la pomme. Je pense au crumble. Ma mère, elle fait toujours du crumble. Enfin, elle faisait des crumbles, mais c'est surtout dans un ramequin en terre très particulier où à la fin tu racles comme ça parce que c'était bien durci. Et cette odeur cannelle de ou pas crumble, cannelle, du coup ? Cannelle, team cannelle. Ah oui, pomme cannelle. Ah oui. Bien sûr. Ah non, mais cette odeur, elle me fait... voilà. Je cherche du parfum pomme cannelle, d'ailleurs. Tu vois, c'est vrai. Des bougies pomme cannelle, t'en trouves, bougies, ouais. Ça, j'ai pas mal de bougies pomme cannelle, mais voilà. Mais cette odeur, je me roulerai dedans. D'accord. Très bien, C'est vrai ok, que ça sent c'est très bon bon. à C'est savoir. réconfortant. Oh, Alors, tellement. j'ai 2 autres questions pour vous. Je voudrais que vous y répondiez l'un après l'autre. Pour moi, cuisiner, c'est... Partager. Ouais. J'allais le dire, c'est de la triche. Partager. Ok. Vous avez le droit de même mot. Hein. Je pense que la cuisine, c'est de l'amour. Donc, c'est donner quelque chose donner quelque chose à manger à des gens qu'on aime. Donc, c'est de l'amour. Pour moi, c'est... J'ai écrit ça pour ma conclusion. Tu vois, il y a un truc. Hein. Bon, ok, je dis ça, je dis rien. Bon. Faut tout refaire. Mais le premier truc moi, je voulais dire, c'est l'affaire des autres. Moi, j'aime tellement quand les autres cuisinent pour moi. J'aimerais tellement être bonne cuisinière. C'est un peu mon rêve, mais c'est vraiment un sujet que j'ai jamais exploré moi-même, en fait. Mais j'aime tellement manger. Mais il faut des mangeurs pour les cuisiniers. Ah, il ouais. faut de tout. Je vous aime vraiment fort. Mais voilà, moi, je profite de la cuisine des autres et c'est de l'amour. Ouais. Super. Donc tu es la dégustatrice finalement, et on a besoin de ça aussi pour nous les créateurs. Et la dernière question pour moi qui est éminemment importante, quelle est votre définition de la passion ?
Parce que j'ai l'impression que la personne est passionnée, hein. Personne n'aime ce qu'il fait. C'est aussi pour ça que je vous ai invité, parce que vous n'avez rien à raconter, pas d'histoire à produire. Donc voilà. Moi, ça fait 10 ans que j'ai créé ma marque qui s'appelle Communique Passion. Mon livre s'appelle Mes recettes passion. Ce podcast-là où vous êtes là, invité avec grand amour que j'ai pour vous, s'appelle Passion sans modération. Donc la question, c'était forcément qu'est-ce que la passion en fait pour vous ? Et je l'ai posée à tous mes invités. Vous êtes le 18e épisode. Wow. Et c'est pas facile. Non, tu vois, ça a un côté un peu culpabilisant d'être passionné parce que des fois, tu passes ta journée à faire des trucs et tu te dis waouh, c'est mon métier. Je suis payée pour faire ça. Vraiment. Et t'es culpabilisée par rapport à quoi ? À ceux qui luttent parce qu'ils n'aiment pas ce qu'ils font ? Ouais, il y a ce côté-là et de se dire en fait, c'est ça en fait, c'est ça. Et de se dire tous les jours, tu vois pas le temps passer, tous les jours, tu kiffes parce que t'as trouvé. C'est un espèce d'alignement pour moi, la passion. Une fois que t'as réussi à en vivre, il y a un truc un peu. Je sais pas, ça résonne pas du tout ce que tu dis. Non, donc, je sais pas. Okay, merci. C'est difficile de mettre des mots. Hein. J'aimerais ressentir ce que tu ressens, donc on verra. C'est très compliqué. Les autres, Ruben, je sais pas, j'ai l'impression que t'es pas inspirée là sur cette question-là. Ah si, justement, mais je pense que c'est ce qui permet de décorréler la notion de travail. Enfin, c'est pas un travail, mais en fait, on s'amuse et Bien sûr. On le fait, on y va, on profite, on se rend pas compte, on sent pas les heures passer. Alors parfois, ça picote un peu, mais ton corps les sent, mais un petit peu. Mais ça a du sens. Mais exactement, ça permet d'y aller sans se poser de questions, sans forcément y aller à reculons en tirant une gueule de 3 km parce qu'on n'a pas envie. Enfin, ça décorrèle le côté alimentaire d'une activité. On le fait parce qu'on aime le faire et on aime le transmettre et on aime partager. Et en général, quand on est passionné, on le fait bien. Ah bah, je pense, enfin... Puis ça devient facile, quoi. C'est ça, il n'y a rien qui est douloureux, il n'y a rien qui est... Mais c'est justement ce qui est assez compliqué, pas culpabilisant, enfin moi je n'irais pas jusque-là, mais qui est à l'inverse désagréable quand on voit quelqu'un travailler sans passion, parce que ça semble tellement pas naturel, étant donné qu'au quotidien, il n'y a rien qui semble être un effort. Et qu'eux sont dans la souffrance. Bah c'est ça, et ça fait d'autant plus souffrir parce qu'on n'ose rien demander, en fait. Tout paraît tellement insurmontable. Mais après, c'est sûr qu'il y a des jobs qui sont pas passionnants. Mais nous, le nôtre l'est. Exactement. Donc c'est le principal. Pour moi, c'est relié un peu à une idée de profusion et de bouillonnement. Tu sais, la passion, c'est un truc qui est hyper fort et qui monte et tout. Je pense que c'est surtout ce vers quoi on finira par aller à la fin. Enfin, tu sais, quand tu te cherches et finalement, en fait, tu finis par aller forcément vers ce que t'aimes. C'est ce vers quoi on finit par tendre quoi qu'on fasse, je pense, non ? Je sais pas, enfin, vous avez peut-être fait d'autres choses et puis en fait, t'as fini là. Oui. Moi, je sais pas où je finirai après. En vrai, moi, je viens d'arriver dans le marché du travail, mais j'aime beaucoup mon travail. Après, un jour, ce sera peut-être ma passion, ou peut-être qu'un jour, je trouverai... déjà à en parler, tu vois. Tu vois, parce que je suis épanouie. Et d'épulsion. Oui. Donc ça veut dire que déjà, il y a quelque chose en toi qui germe. Mais pour moi, c'est ça. Bah, c'est ça. C'est un truc qui est tout le temps en ébullition, ouais. Merci Claire. Catherine ? Profusant. Pour moi, la passion, c'est quand on aime tellement quelque chose qu'on ne compte pas ses heures, qu'on compte pas son temps, qu'on compte pas sa fatigue, qu'on sent rien et qu'on donne tout et puis on donne tout pour sa passion. C'est ce que fait Virginie parce que je le vois sur tout ce qu'elle fait. C'est incroyable. Elle a tellement. Non, alors le but c'est pas de me faire pleurer. Mais vraiment, c'est formidable tout ce que vous faites, tout ce que vous entreprenez là. J'entends, c'est magnifique et on vous sent passionné, on vous sent aimer tout ce que vous faites et vous aimez les gens. Enfin, c'est ça surtout, c'est aimer les gens, aimer les donner, aimer donner. Et c'est ça la passion, en fait, c'est de donner tout son amour pour ce qu'on aime faire et pour à qui on veut le donner. Voilà, pour moi, c'est ça. Ouais. Bien, je n'aurais pas dû te laisser la conclusion. C'est beau, hein, parce que là, ça va de finir comme ça. Bien. Alors, je vais être obligée de conclure. Oui, je sais, vous n'avez pas envie de me quitter, mais c'est comme ça. À un moment ou à un autre, il faut finir. Donc, Catherine, c'est pas cool, là. Bouf. Bon, alors, tous mes invités ont une énergie débordante. Tous mes invités ont un discours convaincant, très passionnant. Tous mes invités racontent des histoires fascinantes. Manger est un acte citoyen et c'est avoir le choix, c'est surtout donner de l'amour à ceux qui dégustent ce que l'on crée. Être curieux, c'est ce qui nous lie, sans modération, avec émotion surtout. Alors je vous dis infiniment merci. Merci Marina. Merci énormément. Merci Catherine. Merci beaucoup Virginie. Merci. Merci Claire. Merci. Et merci Ruben. Merci. Sourire ensemble, bah voilà. Vous êtes chiant. Hein. Donc, sourire ensemble autour d'une passion commune, qu'est-ce que c'est délicieux dans cette vie parfois difficile. Et je vous dis à bientôt, vous tous, pour d'autres aventures radiophoniques riches de sens. Merci à tous. À bientôt.
Ça y est, notre rencontre prend fin. Merci à tous mes invités d'avoir accepté mon invitation et d'avoir joué le jeu de la sincérité et de l'authenticité. Merci à vous d'avoir suivi nos échanges. J'espère que ce podcast, Passion sans modération, a nourri votre curiosité et qu'il vous a donné faim. J'ai aimé, en effet, mettre en lumière toutes les personnalités qui contribuent à faire de l'alimentation et de la gastronomie une pierre angulaire de notre beau pays et de notre art de vivre. Alors, on se donne rendez-vous au prochain épisode ? Pour prolonger l'expérience gourmande, retrouvez-moi et mon univers sur mon site communique-passion.fr. Créons-nous prochainement un rendez-vous dans votre cuisine pour un menu qui nous ressemble à l'occasion d'un événement qui vous rassemble. Vive le fait maison et vive la passion!